Voilà. Nous allons vous demander d'accueillir notre grand professeur Nicolas Abou, qui nous a fait l'honneur de venir nous parler du sujet qu'il connaît par cœur. D'abord, je voudrais renouveler mes sentiments de gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement, à toutes les personnes qui ont fait l'organisation, et dire aussi merci à tous ces Français qui voudraient savoir de quoi nous souffrons. Malheureusement, le temps n'est pas assez long pour pouvoir détailler ce qu'on devrait détailler. Mais on va aller quand même à l'essentiel. Le franc CFA, qui veut dire des colonies françaises d'Afrique. C'est une invention du général de Gaulle. Mettez bien en face parce que bien. Alors, il faut aller à l'essentiel. Pour que le général de Gaulle puisse inventer cette monnaie, il a été inspiré par ce qu'on appelle le nazisme monétaire. Quand on dit nazi, ici, en France et partout dans le monde, on pense au sang versé par les Allemands. Mais il n'y a pas que ça. Quand les Allemands prenaient des pays européens comme la France, les Allemands obligeaient les Français à exporter vers eux des produits dont ils avaient besoin. Et pour payer les Français, les Allemands ont eu l'invention de créer chez eux un compte. Et ils disent, nous mettons un signe plus dans ce compte. C'est ce qu'on appelle créditer un compte. Nous reconnaissons, supposons, les Français ont exporté pour 100 millions de Deutschmark, eh bien ils mettent un signe plus pour dire que nous reconnaissons, vous devoir l'équivalent de 100 millions de Deutschmark parce que vous nous avez envoyé des pommes de terre. C'est un exemple. Seulement pour pouvoir utiliser ces 100 millions de Deutschmark disponibles à Berlin pour les Français, eh bien ces Français devaient remplir deux conditions. La première, il faut que les Français importent, c'est-à-dire achètent en Allemagne des produits dont eux-mêmes ils ont besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition, la plus terrible, ils devraient avoir l'autorisation préalable des autorités allemandes, c'est-à-dire de Hitler. Et comme nous dit Pierre Arnoux, inspecteur des finances, tout comme Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances, Pierre, il disait ceci. D'abord, ça a été 1 milliard d'exportations. Ensuite, c'est passé à 7 milliards par mois, jusqu'à 100 milliards. Mais toutes ces sommes phénoménales dont les Français étaient titulaires, jamais un seul centime n'a été récupéré par les Français. C'était une méthode, à l'époque on l'appelait le clearing. Et par cette méthode, ils ont pu piller méthodiquement les Français. Les Allemands étaient présents à la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France. Donc, pour me résumer, lorsque les Allemands ont été chassés grâce aux Alliés et grâce aux Africains, si on avait le temps, j'allais vous le démontrer, eh bien, les Français ont appliqué aux Africains le même système. Mais il y a une parenthèse très importante. Quand les Alliés, notamment les Américains, ont débarqué le 6 juin en Normandie, et j'aimerais que les Français qui sont là, qui nous écoutent, vérifient sur Internet, ici et maintenant où je vous parle, eh bien, ils avaient inventé, je dis bien les Américains avaient inventé des faux francs français, qu'on appelle amigos. Et c'est avec ces faux billets français qu'ils arrivaient à acheter tout ce qu'ils voulaient, tout ce dont ils avaient besoin. Du coup, les Français ont été éprouvés non seulement par les Allemands, mais par leurs alliés américains. Et c'est le général de Gaulle, depuis, parce qu'il était en exil
en Angleterre, qui a contesté, dit que vous nous aidez, c'est vrai, mais vous êtes en train de porter atteinte gravement à notre souveraineté. Du coup, quand le... Pardon, papa, pardon. Nous sommes tous en colère. Nous sommes pas là pour nous amuser. Il y a des choses que beaucoup ne connaissent pas parce que c'est fait sciemment. Lorsqu'on comprend, on est en colère. Donc quand on est en colère, on s'éteint, on assimile, voilà. Et on va agir. Voilà. Bravo. Bravo. Donc je disais, lorsque le général de Gaulle a pris connaissance de cela, depuis l'Angleterre il a contesté, et lorsqu'il est arrivé en France, il a constaté que les Américains réussissaient cette technique de faux billets français avec la complicité de la Banque de France qui était détenue par des familles privées. Donc, écoutez la suite, parce que vous allez voir le drame. Donc, il a demandé à son ministre de l'économie et des finances, à la personne de René Préven, de faire un projet de loi de nationaliser la Banque de France. Et en 1945, à 93,70%, les parlementaires français ont voté la nationalisation de la Banque de France. Parce que quand vous êtes un pays souverain, vous avez votre propre monnaie. La monnaie d'or dans une maison qu'on appelle la banque centrale. Quand vous maîtrisez votre banque centrale, vous maîtrisez toutes les banques commerciales où les citoyens lambda ont leur compte. Et parce que vous maîtrisez toutes les banques commerciales, vous maîtrisez toute l'économie. Alors, une fois le général de Gaulle a fait cela, dans l'intérêt supérieur de la nation française, et c'est tout à fait normal, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque les Allemands se sont retirés, il a dit à son même ministre, René Préven, assisté de Jacques Soustelle, de faire un décret. Et par le 26 décembre, non précisément le 25 décembre 1945, conformément au décret 01-36, eh bien, il a créé le franc des colonies françaises. Et c'est ce franc colonie et ce franc CFA en abrégé, depuis 1945 jusqu'à ce jour, c'est ça qui tue les Africains. Question centrale, comment se manifeste le franc CFA? Comment se manifeste le drame des francs CFA? Alors, je voudrais demander aux organisateurs de dire aux frères de nous laisser faire. Bon, parce que là, Donald, donne-moi ton appareil. Bien. Non, mais les gens écoutent, qu'il arrête un peu. Oh. Il dérange pas. Bon, peut-être que j'ai envoyé des... Allez-y, mon professeur, allez-y, oubliez-le. Bien. Donc, comment se manifeste? On ne va pas libérer l'Afrique dans le désordre. Hein? Allez-y, il va vous distraire. Professeur, allez-y. Professeur, allez-y, oubliez. Nous voulons encore le suivre. Allez-y, On est sérieux et on s'écoute. Ou alors, on joue à ce qu'on Non, vas-y. Continuez, professeur. Non, pas pendant un exposé, Donald. N'encourage pas ça. Pas pendant un exposé. Non, mais on ne le condamne pas. Non. Bien, allez. Donc, quand le franc CFA a été créé, avec sa colère, il ne va rien faire. je ne suis pas sûr les détails, mais tu ne pouvez pas s'imaginer. Continuez, monsieur le professeur. Professeur, continuez, parce que je pense que c'est autre chose là. Bon. Professeur, continuez. Bien. Professeur, ne vous laissez pas perturber.
C'est bon, prof, on le calcule. Professeur, ne calcule plus. On va continuer, parce que dans toute chose, il y a toujours des ennemis. Voilà. Donc, il ne faut pas écouter. Bien. Donc, ne vous occupez pas de lui. Je rappelle, les Allemands étaient présents à la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France. Lorsque la France a eu donc sa libération, elle a créé ce franc des colonies françaises d'Afrique. Et ce franc CFA, comment ça se manifeste? Eh bien, de la même manière que les Allemands étaient dans les institutions de la Banque de France, parce que là, on a vu, c'est 17 français, je ne vais pas aller dans les détails, eh bien, la France, au niveau des institutions des trois banques centrales, qu'on appelle la BCC, Banque centrale des Comores, il y a 8 administrateurs, dont 4 Français et 4 Comoriens. Au niveau de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, il y a 14 administrateurs et 2 Français. Et au niveau de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a 16 administrateurs africains et 2 Français. Maintenant, par la suite, avec l'évolution, ils ont créé ce qu'on appelle le comité de politique monétaire. Et dans toutes ces institutions, il y a des Français. Maintenant, les Français, ils ont un droit de veto. Le droit de veto se manifeste par ce qu'on appelle le principe de l'unanimité. C'est-à-dire quand on veut prendre une décision, il faut que tous soient d'accord. Du coup, la France, parce qu'elle a trouvé, dans le mouvement de ce qui se passe maintenant, a trouvé nécessaire de rendre moins visible le personnel français, elle passe par ce système. Et c'est elle qui définit dans la réalité la politique monétaire imposée aux Africains à l'instant où je vous parle. Donc quand vous allez dans ces pays, dans ces 15 pays d'Afrique utilisateurs du franc CFA, il y a une expression qui revient constamment. Vous voyez n'importe quel citoyen, il va dire, il me manque les moyens. Je voudrais faire ça, mais il me manque les moyens. Ça veut dire qu'il lui manque de l'argent. Pourquoi? Parce que la politique monétaire qui est menée, elle est contingentée, elle est réduite. Et pour que vous ayez conscience, il y a ce qu'on appelle le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de ceux qui ont accès, qui ont un compte en banque. Exemple au Niger, il y a sur 100 personnes, il n'y a que 5 personnes seulement qui ont un compte en banque. Dans la BCAO, en moyenne, c'est 17 personnes, c'est-à-dire 17%. Et ainsi de suite. Quelles sont les conséquences? Si le banquier ne vous connaît pas, il ne peut pas vous prêter l'argent. Et c'est fait exprès. Parce que lorsque on a supprimé, on a aboli l'esclavage, eh bien Napoléon a créé la Banque centrale, non la Banque du Sénégal, qui appartenait aux propriétaires des esclaves et qui justement utilisait l'argent pour pouvoir faire travailler les Africains selon leurs propres désirs. Et ça a évolué, et l'évolution, toutes ces 3 banques centrales reprennent l'esprit de la Banque du Sénégal. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on a ce qu'on appelle les 4 principes. Quels sont les 4 principes? Il y a le principe de la centralisation des changes ou les comptes d'opération. Deuxième principe, c'est le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Troisième principe, c'est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. Et enfin, le 4e principe, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Ces 4 principes qui ont été conçus à l'époque coloniale par et pour les intérêts des colons ne font que perpétuer la colonisation monétaire. Alors la question, comment ça se manifeste? Prenons le principe
de la centralisation des changes ou alors les comptes d'opération. À l'époque, quand les Allemands étaient ici, c'est ce qu'on appelle le clearing. Le clearing a été remplacé simplement par le compte d'opération. Quel est le principe? Eh bien, la France fait obligation, et j'aimerais qu'on écoute ça avec sérieux, on fait obligation aux Africains de verser la totalité de leurs recettes d'exportation dans un compte ouvert ici au trésor public qu'on appelle le compte d'opération. Les comptes d'opération. Exemple, s'ils ont vendu à l'extérieur aux Américains pour 1000 milliards de dollars, eh bien l'intégralité de ces 1000 milliards sont versés ici au trésor public français dans ce compte qu'on appelle le compte d'opération. Et ceci de 1945 jusqu'à 1973. Et de 1973 jusqu'à 2005, le 20 septembre 2005, la France qui progresse dans sa générosité légendaire a dit non, il ne faut plus piller comme ça les Africains. Africains versaient seulement 65%. C'est-à-dire si vous avez eu 100 milliards de dollars, vous nous donnez 65 milliards. Et maintenant, de 2005 jusqu'à la seconde où je vous parle, c'est 50%. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 milliards, la moitié de 10, c'est 5 000 milliards, vous nous donnez ça. À la seconde où je vous parle. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont nombreuses. La première conséquence logique que tout le monde doit savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le blocage structurel de l'industrialisation de l'Afrique. Comment? Industrialiser veut dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Or, pour pouvoir transformer toutes ces matières premières, il vous faut les moyens d'équipement, les machines. Et il faut utiliser la monnaie des autres, par exemple dans ce cas précis des dollars, pour pouvoir transformer cela. Donc, à partir du moment où la France a capté à l'origine toutes ces devises, on appelle devises les monnaies étrangères, évidemment, les Africains ne pouvaient plus importer quoi que ce soit et ils sont restés sous-industrialisés. Alors, on peut se poser la question, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut prétendre? Eh bien, vous voyez bien les conséquences, mais une des conséquences majeures, avant d'aller plus loin, c'est que la France utilise les devises africaines disponibles dans les comptes d'opération pour payer une partie de ses dettes. Oh, tais-toi. Et je vous le répète, quand je dis ça, nous avons mis sur la place publique un livre et nous citons les officiels français comme Xavier de la Fournière, comme Jean Néné, le rapport Jean Néné, tout ça ils le disent clairement que la France utilise les devises africaines pour payer une partie de sa dette, pour payer une partie de ses déficits de la balance de paiement, etc. Ensuite, comme il faut dégager ce qu'on appelle les excédents budgétaires, on oblige les Africains à faire ce qu'on appelle l'austérité budgétaire. C'est quoi le budget? Le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Vous et moi, nous avons nos budgets. Notre budget comprend deux parties. D'un côté, les revenus que nous avons, que ce soit sous forme de salaire, de l'autre côté, les dépenses. Si vous gagnez 1000 euros et que vous dépensez 1000 euros, 1000 moins 1000 égale à 0, vous êtes en équilibre. Si vous gagnez 1000 euros et qu'on vous dit, parce que vous êtes rentré dans un club qu'on appelle le CFA, eh bien, sur les 1000 euros, on vous dit de dégager la moitié, c'est-à-dire 500, pour donner à la France, eh bien, vous n'avez que 500 à dépenser. Concrètement, si vous étiez dans un loyer, votre studio qui coûtait, par exemple, 400 euros, eh bien, objectivement, mathématiquement, vous ne pouvez pas rester dans ce studio. Et vous êtes obligé de quitter pour aller dans les quartiers périphériques.
c'est ce qui se passe en Afrique. Donc l'austérité budgétaire dont on parle, ça se manifeste par ce qu'on appelle les budgets squelettiques accordés à l'éducation nationale, parce que là on est étonné de voir les Africains qui quittent. Ça se manifeste par les hôpitaux qui sont des miroirs, ça se manifeste par des transports collectifs inadéquats, c'est-à-dire les Africains sont entassés dans les bus comme des sardines dans une boîte, etc., etc. Donc vous voyez bien que, hormis cela, mais une des conséquences majeures de ces comptes d'opération, c'est la mise au pas des dirigeants africains par la France. Je m'explique. Si vous avez l'argent disponible ici et que vous ne voulez pas marcher, vous, chef d'État, selon les désidératas de la France, eh bien la France bloque naturellement vos avoirs. Et vous allez avoir affaire à vos fonctionnaires. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu des cas? Bien sûr qu'il y a eu des cas, on n'a pas le temps de tous les citer, mais nous pouvons citer, par exemple, lorsque en 1958, Sékou Touré a dit non de façon singulière au général de Gaulle pour prendre son indépendance et battre la monnaie immédiatement, eh bien le général de Gaulle a déversé sur la Guinée de Sékou Touré des faux billets francs guinéens pour désorganiser toute l'économie. Ensuite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler Djibo Bakary du Niger, qui voulait prendre le pouvoir d'État et qui prévoyait battre monnaie, mais le général de Gaulle a mis tous ses espions et on l'a renvoyé du Niger et on a mis Amani Dioré à sa place. Ensuite, nous pouvons citer le cas de Modibo Keïta du Mali en 1962 qui a battu la monnaie, mais le général de Gaulle et ses amis ont fait en sorte que le général Modibo Keïta a eu tous les problèmes avec même la complicité de certains dirigeants africains que je ne vais pas citer pour ménager des susceptibilités de certaines personnes ici. Le Modibo Keïta, qui était une lumière, a été finalement emprisonné et empoisonné en prison. Les médias ne relaient jamais ce qu'on fait. Ensuite, nous pouvons citer aussi le cas en 1963 de Sylvanus Olympio du Togo, qui devrait mettre le 15 janvier 1963 sur la place publique la monnaie du Togo. Mais 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été purement assassiné. Et toujours, nous pouvons continuer. Nous prenons le cas de la Tchad. Eh bien, François Ngeta Tambalbaye, premier président du Tchad, a été assassiné dans son palais sous par les bombes françaises parce qu'il voulait simplement battre monnaie. Et ainsi de suite. Le colonel Kadhafi, qui avait réuni tous les stocks d'or qu'il fallait pour créer la monnaie unique africaine et en même temps liquider le franc CFA, je ne vous fais pas un dessin, il a été purement simplement exécuté. Et enfin, le dernier en date, c'est le président ivoirien Laurent Gbagbo. Ouais. Vous-même, vous avez été témoin. Eh bien, parce qu'à la fin des fins, je passe sur les détails, il devrait mettre au plus tard, le 15 avril, la monnaie de la Côte d'Ivoire en circulation. Eh bien, quand les Sarkozy et tant d'autres ont pris conscience de cela, on a mis là où il est maintenant. Donc, vous voyez bien que les comptes d'opération qui sont donc une tragédie parce que une humaine, parce que regardons ensemble. Si on vous dit le citoyen moyen, pour ne pas dire le paysan moyen gagne, en tout cas en Côte d'Ivoire que je connais, 100 000 francs CFA. Donc s'il y a 100 000 francs CFA, 100 000 francs CFA par an. Donc s'il y a 100 000 francs CFA qui sont stockés dans les comptes d'opération, c'est l'équivalent de la privation des revenus d'un paysan. S'il y a 200 000, ça veut dire c'est 2 paysans. Alors, si nous citons les derniers chiffres, 114 000 milliards de francs CFA qui étaient stockés
Dans les comptes d'opération en 2011, quand vous divisez par les 100 000, vous trouvez l'équivalent de 140 millions de paysans littéralement privés de leurs revenus. Quand on prive quelqu'un de son revenu, on le tue. Voilà comment, de façon scientifique, la France exécute ces Africains. Et on est étonné de voir que les paysans africains sont squelettiques, ils sont mal nourris, etc. Mais ce que je voudrais aussi citer, c'est que les comptes d'opération, l'argent qui est disponible, vous-même, si on vous prête, admettons, 12 000 milliards, on dit de garder ça pendant ne serait-ce qu'un mois. Ne serait-ce qu'un mois. Les 12 000 milliards placés à 1% seulement rapportent 120 milliards. C'est fou. Hein, 120 milliards d'intérêts. Les 120 divisés par 12, vous voyez bien ce que ça vous donne pour un seul mois. Eh bien, ce sont ces 120 milliards d'intérêts. C'est sur ça que la France prend pour aller dire ça va aider nos amis africains. C'est-à-dire, on va prêter l'argent des Africains aux Africains. Le franc CFA, c'est le système qui permet à la France, qui oblige les Africains à donner des armes puissantes à l'ancienne puissance esclavagiste pour se rendre esclaves encore en 2019. Vous voyez qu'on peut citer plein d'exemples. Donc, compte tenu de la contrainte temporelle, je vais dire un seul mot sur le deuxième principe qu'on appelle le principe de la libre convertibilité. On dit que la France s'engage à convertir les francs CFA aujourd'hui en euros. Et pour ça, elle se donne le droit objectif d'intervenir, de justifier son intervention dans la gestion du franc CFA. La réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on appelle une monnaie convertible? Lorsque je prends l'euro, je vais dans n'importe quel pays du monde, j'arrive dans ce pays, je vois le banquier, je dis tenez l'euro, ou bien le dollar, vous me donnez la monnaie du pays. Et on le fait tout de suite. C'est ce qu'on appelle la monnaie convertible. Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde. J'insiste. Même pas en France. Mais non seulement pas en France, mais écoutez très bien. Il y a deux zones monétaires. Les pays de la zone CFA du centre, c'est-à-dire l'Afrique centrale, avec la BEAC, et les pays de la BCAO, c'est l'Afrique de l'Ouest. Lorsque vous prenez le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et que vous allez en Afrique centrale, sur le marché, vous sortez les francs CFA, on dit non, on ne prend pas. Et réciproquement, si un Camerounais prend le franc CFA, c'est mis BEAC, il va en Côte d'Ivoire ou au Burkina, etc., il va sur le marché, il dit on ne prend pas. Quelle est la conditionnalité? Il faut passer d'abord par la France, convertir en euros et ensuite prendre la monnaie. Tout ça, ce sont des traités mis en place par la France pour pouvoir non seulement contrôler tout le reste et prendre les frais de conversion, mais mieux, empêcher les zones monétaires de commercer. C'est un cloisonnement. C'est ça. Donc on voit bien que quand on voit les échanges, c'est entre 5 et 10% entre ces pays de la même zone. Donc vous voyez bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de dire, mais puisque le franc CFA n'est pas convertible, pourquoi parle-t-on de la convertibilité du franc CFA? La réponse est réelle et que j'aimerais que vous reteniez est la suivante. Lorsque les pays de la zone franc CFA, vous suivez, lorsque les pays de la zone franc CFA ont vendu, admettons, aux 1000 milliards de yens japonais, ils ont eu ça. Eh bien, il y a un seul pays au monde qui peut convertir en CFA. Quel est ce pays? Donc, il prend les 1000 milliards, il donne à la France. Première occasion pour la France de s'enrichir sans cause, c'est-à-dire sans avoir travaillé. Deuxième moment pour la France de s'enrichir. Lorsque les populations de la diaspora
C'est-à-dire vous et moi, ceux qui sont aux États-Unis, en Australie, partout, ils envoient des fonds. C'est ce qu'on appelle les transferts de fonds. C'est fait en devise. Eh bien, le parent qui va recevoir cet argent, si ce sont des dollars, on ne le paie pas en dollars. Ça doit être converti en CFA. Qui peut convertir en CFA? C'est la France. Donc, tous les transferts de fonds qui sont des multiples milliards, ça atterrit dans la poche de la France. Ça bien été pensé. Deuxième occasion d'enrichissement sans cause. Troisième cause, troisième occasion de s'enrichir. Un pays comme la Côte d'Ivoire ou bien Burkina, n'importe quoi, va aller s'endetter auprès des autres pays. Eh bien, l'autre pays ne peut donner que ce qu'il a comme monnaie. Eh bien, quand on s'est donc endetté, c'est la troisième occasion, on s'endette en devise. Eh bien, s'il faut convertir en monnaie locale, c'est-à-dire en franc CFA, quel est le pays qui peut convertir? La France. Ça veut dire que les pays africains s'endettent pour enrichir la France. Donc, non seulement les Africains actuels s'endettent pour enrichir la France, Ça nous enrichit pas. mais leurs enfants qui sont même pas nés sont endettés. Parce que la dette, il faut la payer. Mais tout ça pour enrichir la France. Puis c'est la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve ici à Chamalières, qui sort le faux billet qu'on appelle les francs CFA, et elle prend toutes ses devises. Et enfin, la quatrième occasion, c'est ce qu'on appelle l'aide publique au développement, les dons. Donc, quand quelqu'un, une personne généreuse va dire, j'aide la Côte d'Ivoire, j'envoie des fonds au Burkina, etc. Dans la réalité, tous ces fonds donnés reviennent à la France qui va convertir en CFA. Voilà les quatre. C'est pourquoi la France maintient le principe de la libre convertibilité. C'est dans son intérêt objectif. Il appartient aux Africains non seulement de s'informer, mais de comprendre que nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. Ce n'est pas parce qu'on est contre la France. Non. La France continue de faire ce que nous appelons le super nazisme monétaire. Parce que les nazis n'ont même pas fait ça. Voilà. Donc, au niveau du principe de la convertibilité, voilà ce que je pourrais dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, le troisième principe, on vous parle du principe de la fixité de parité entre le franc CFA et l'euro. Il y a des gens qui vous tiennent des discours à dormir debout pour dire, eh bien, si vous avez une monnaie forte comme ça, ça va vous permettre de mieux vous développer. Parce que si vous le faites, vous allez éviter l'hyperinflation. Tout ça, c'est de la mystification inutile qui a pour but de faire peur aux Africains. Nous disons froidement, lorsque, et j'aimerais que tout le monde apprenne ça, lorsque vous voulez aborder, vous faites ce qu'on appelle le principe de la fixité des parités, retenez une logique qui est simple, qui est la suivante. Sur le marché, par exemple des pommes de terre, eh bien c'est la loi de l'offre et de la demande. Si nous sommes en période de pommes de terre, il y a trop de pommes de terre sur le marché, donc le prix de la pomme de terre baisse. Quand la demande de pommes de terre est supérieure à son offre, son prix augmente. C'est exactement ce qui se passe sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché des changes. Donc, s'il y a trop de CFA qui sont sur le marché des monnaies, eh bien son prix, qu'on appelle le cours, devrait baisser. Ça ne devrait pas être toujours 655,957. On devrait, pour 1 euro, avoir par exemple 1000 francs CFA, 2000 francs CFA, etc. Mais on ne veut pas, écoutez très bien, que ça soit comme ça. Parce que dans ce système, c'est ce qu'on appelle le système flottant. C'est la loi de l'offre. Mais on veut que ça soit fixe. Du coup, et c'est là que je voudrais que vous reteniez, eh bien, pour que ça soit fixe, la France demande aux Africains
achetez vous-même, puisque l'offre de CFA est supérieure à la demande, achetez vous-même les francs CFA. Vous me suivez? Or, est-ce qu'on peut acheter les francs CFA et les francs CFA? La réponse est non. On achète les francs CFA avec les devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères. Alors, qui détient les devises des Africains? C'est la France. Donc, la France va utiliser des multiples milliards pour pouvoir soutenir le franc CFA. C'est ça, c'est cette dépense-là qui est structurelle et qui se fait à l'insu des Africains. Ce sont des multiples milliards de devises que les Africains devraient utiliser pour pouvoir acheter des biens d'équipement dont ils ont besoin. Ils passent plus de temps à racheter le franc CFA qu'à s'industrialiser. Voilà une des conséquences majeures. Deuxième conséquence du principe de la fixité des parités, on vous dit, eh bien, puisque vous avez une monnaie forte, eh bien, vous pouvez importer des biens venant que vous êtes capable de produire. Exemple, le riz, qu'on peut produire sur place en Afrique, parce qu'ils ont une monnaie dite forte, ils importent ce riz. En un mot, la monnaie dite forte a pour but de favoriser l'importation des produits que les Africains devraient produire. Et ça arrange les dirigeants. Parce que dans ce système-là, il y a des tricheries, etc. Donc, je vais passer outre pour dire, comme il faut quand même dire un seul mot, quelques mots sur les autres, avant de proposer des solutions. Donc, vous voyez bien que le principe de la fixité dont on parle, tout ça, c'est de l'anal. On vous dit, si on ne fait pas ça, eh bien, vous allez connaître l'hyperinflation. Nous posons la question qui est la suivante. Voilà le Maroc. Le Maroc était dans la zone franc CFA. La Tunisie, l'Algérie, eh bien, ces pays ont quitté la zone franc CFA. Est-ce que vous attendez l'hyperinflation? Non. Il y a des pays comme le Rwanda, Botswana, etc., qui ont leur propre monnaie. Il n'y a pas hyperinflation. Vous comprenez? Et maintenant, pour que tout le monde puisse se rendre compte, lorsque, écoutez-moi très bien, lorsque vous prenez 1 euro, vous achetez un arrondissement 656 francs CFA. Autrement dit, pour acheter 1 euro, vous donnez 656 francs CFA. Ça, c'est pour les pays de la zone franc CFA, Niger, et tout qui sont au bas de l'échelle mondiale. Lorsque vous prenez un pays comme la Corée du Sud, pour acheter 1 euro, la Corée du Sud donne 1300 won. Won, c'est la monnaie de la Corée du Sud. Mais quel est le revenu par habitant de la Corée du Sud? Eh bien, en moyenne, c'est 35 000 $ par an. La Corée du Sud. La Corée du Sud qui, en 1960, avait 690 $. Aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des pays presque développés, des pays dits émergents. Or, ceux qui sont au bas de l'échelle, ce sont les pays de la zone franc CFA. Sur 15 pays de la zone franc CFA, 13 sont considérés les PMA, c'est des pays moins avancés. Je donne un deuxième exemple. Quand vous voulez acheter 1 euro, quand 1 euro s'échange contre, écoutez-moi très bien, 47 000 rials de l'Iran. Pour acheter un seul euro, c'est-à-dire, si l'Iranien veut avoir un seul euro, à l'instant, parce que je l'ai vérifié avant de prendre la parole, c'est 47 000 rials. Mais quel est le revenu par habitant de l'Iran? Au minimum, c'est 13 200 $. Et de qui les Occidentaux ont peur? Mais c'est bien l'Iran. L'Iran ne meurt pas de faim. Donc arrêtez d'écouter tous ces gens qui sont là pour faire de la mystification, pour pouvoir vous mentir. La monnaie est un outil qui permet à la population de travailler. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas votre monnaie, eh bien on vous empêche de travailler pour vous-même. Et vous êtes un esclave. Donc, je vais dire
un dernier mot et puis proposer des solutions sur le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Ça veut dire quoi? Le principe dit ceci. Vous les Africains, eh bien, vous nous permettez, nous, Français, d'investir chez vous. Tout l'argent qu'on va gagner, tous les bénéfices, on les transfère librement, il n'y a pas de limite. Et c'est comme ça, on pourra vous aider. Dans la réalité, ça n'apporte rien. Vous-même, vous avez vu avec Jérôme Cahuzac, son propre argent, quand on a vu qu'il avait transféré l'autre, est-ce qu'on lui a fait cadeau ici? Mais chez nous, la fuite, parce que ça favorise la fuite des capitaux. C'est une légalisation de la fuite des capitaux. C'est-à-dire, c'est un moyen qui est mis en place pour empêcher les Africains de constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Du coup, quand le régime passe, parce qu'il n'a rien mis de côté, celui qui vient, il sait que la caisse est vide, donc il est obligé de s'endetter. Oh, je vous ai dit, l'endettement, en fait, l'endettement profite à la France. Puisque si vous êtes endetté en dollars, eh bien, il faut venir voir la France, qui prend vos dollars et qui tape sur la machine ici, vous sort les faux billets et les nègres. C'est comme ça qu'on vous appelle. C'est-à-dire, l'idiot, il est content. C'est ça. Donc vous voyez que le premier combat de libération nationale commence par la monnaie. Depuis plus de 59 ans, la liberté, l'indépendance politique a été donnée, mais puisqu'il n'y a pas d'indépendance monétaire, rien ne peut se faire. Question essentielle, car il y a beaucoup qui demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Eh bien, nous disons, il y a 3 solutions. Je dirais d'abord 2 solutions et par la suite, la troisième. Écoutez les solutions. La première solution, c'est de battre monnaie. Quand vous battez la monnaie, ça vous permet de satisfaire. Si les Africains battent leur monnaie, ça leur permettra de satisfaire au moins ce que j'appelle les 13 besoins essentiels. Quels sont ces 13 besoins? D'abord, la nourriture. Manger. Manger. Manger veut dire, dans un pays moderne, construire les industries alimentaires. Ce n'est pas de l'espace vital qui manque. Vraiment. Il y a de l'espace vital en Afrique. Mais ça suppose que parce que vous avez votre monnaie, eh bien, vous pouvez financer les agriculteurs et puis améliorer leurs conditions de travail. La santé. Pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils puissent produire les aliments. Et ces aliments doivent être transformés pour que la population qui naît, qui est d'abord en Afrique et qui grandit, puisse se nourrir décemment. Il n'y a rien de plus humiliant que quelqu'un qui est incapable de se nourrir. Et c'est une technique mise en place. Le deuxième besoin. Le deuxième besoin essentiel, c'est l'eau. L'eau potable et l'eau courante qui doit être financée pour permettre à tout le monde d'accéder à l'eau courante. Pour permettre à tout le monde de boire de l'eau potable. Le troisième besoin, c'est l'habillement. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, les Africains produisent du coton. Les balles de coton prennent le chemin de l'exil. Eh bien, lorsqu'on aura notre argent, parce que nous aurons importé les machines, eh bien, on va transformer le coton et sortir les vêtements, l'habillement, pour que les Africains soient habillés décemment. Bien sûr, je passe sur les détails parce qu'il y a l'huile de coton, tout ça, mais je vais à l'essentiel. Le quatrième besoin, c'est l'habitat. Il y a de l'espace vital en Afrique. Il y a des millions de personnes, des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes. En un mot, la force de travail, elle est là. Tout ce que les gens demandent. Pour mobiliser tous ces forces de travail et construire des millions de logements, il faut les payer.
Les pays n'ont pas le dollar, n'ont pas l'euro, mais la monnaie du pays. Et construire des millions de logements pour que tous les taudis disparaissent de l'Afrique et que les gens soient logés décemment. Maintenant, quand vous êtes dans un logement, 5e besoin, il faut y mettre de l'électricité. Le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. L'énergie solaire n'est plus un problème technique. C'est une volonté politique. Donc, on peut populariser l'utilisation de l'énergie solaire. Voilà. Bien sûr, il y a les autres énergies renouvelables comme l'hydraulique, etc. Mais je vous parle là des choses simples. Et à partir de là, puisque l'énergie solaire, on aura financé le développement de l'énergie solaire, l'énergie solaire va rentrer dans les campagnes. Si le paysan, lui, il a accès maintenant à l'énergie solaire, il ne va pas aller détruire la forêt pour pouvoir se nourrir. Donc le couvert végétal sera conservé et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que quand on a fini avec ces 5 besoins, le 6e besoin, et je vous dis des besoins essentiels, c'est le déplacement, pour ne pas dire les transports. Les transports collectifs, bien sûr, on n'interdit pas les transports individuels, mais les transports collectifs, en attendant de produire eux-mêmes leurs bus, etc., on peut les importer. Parce qu'on a notre monnaie. On produit, on peut vendre à l'extérieur, obtenir les devis et favoriser le développement de ces transports collectifs. Maintenant, bien sûr, les routes, il faut, ça c'est le 7e besoin, il faut produire les routes sérieuses. Et le 8e besoin, c'est l'éducation nationale. Il n'y a pas de développement d'un pays sans l'éducation nationale. Cela suppose, parce que nous avons notre monnaie, nous allons développer l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Parce que nous avons notre monnaie, nous allons exiger que dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire, il ne faut plus qu'il y ait plus de 30 élèves par classe. Et nous allons payer sérieusement nos enseignants. Or, pour ceux qui ne le savent pas, je parle aux Français qui n'ont jamais foulé le sol africain, et c'est un professeur qui vous parle, qui a enseigné en Afrique. Lorsque vous avez une classe moins chargée, c'est que c'est 60 élèves par classe. Ah ouais, ça c'est vrai. Vous comprenez? 60 élèves par classe. Sinon c'est 120 élèves. Ah ouais. Ça veut dire, objectivement, mathématiquement, on tue l'avenir de l'Afrique. Parce que tous ceux qui sont présents, y compris moi-même, quand nous allons disparaître, parce que nous allons laisser la place à des idiots, à des gens non formés, c'est toute l'Afrique qui meurt. Voilà. Donc, quand on a fini le 8e besoin, qui est l'éducation nationale, eh bien, il y a 9e besoin, c'est la santé. La santé veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer les centres de soins primaires dans les campagnes, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes. Et à partir de là, on affecte le personnel soignant qu'on a déjà formé. Mais mieux, la santé, c'est pas seulement ça. C'est construire les laboratoires pharmaceutiques pour produire ce qu'on pourrait appeler les médicaments. Et voilà. Donc, comme on le fait un peu partout, en Inde, etc. Et ensuite, 3e élément qui accompagne la santé, c'est la sécurité sociale. 70% de la population africaine ont moins de 30 ans. Ça veut dire si on met sérieusement à la tête de ces pays se trouvent des gens sérieux, eh bien, la sécurité sociale sera obligatoirement excédentaire, parce que ce sont des jeunes valides. N'ont rien à voir avec les populations. On a des populations vieillissantes comme en Europe ou bien ailleurs. Vous voyez, quand je vous parle, je n'ai rien contre les personnes âgées, puisque moi-même, j'ai les cheveux bicolores. C'est-à-dire, il y a une partie de la vie qui est finie, et l'autre partie blanche, c'est pour aller au ciel. Donc, après ça, nous avons le 11e besoin, c'est la défense. La
sécurité, la défense nationale. Il faut arrêter de jouer au naïf. Nous sommes sur cette terre où il ne faut pas jouer au saint. On ne joue pas au saint quand on est en enfer. La vie sur cette terre-là, celui qui veut jouer au saint, on l'élimine. Donc, il faut armer puissamment les pays. Non pas pour aller chercher les bombes nucléaires, mais au moins les armes de moyenne portée en attendant de produire nous-mêmes nos outils, nos armes. Et c'est comme ça qu'on va sécuriser les pays africains. Qui pourrait prétendre aller attaquer l'Algérie? Tous ces pays du Maghreb. Mais nos pays africains au sud du Sahara sont esclavagisables. À tout moment, il suffit de prendre le Grand Mali. Il a fallu une dizaine ou bien une centaine de djihadistes. Et puis voilà, on a appelé au secours la France qui fait la coopération militaire depuis 1960 jusqu'à présent. Fondamentalement, c'est que la coopération militaire dont on parle, elle est déployée. Donc, il faut se donner les moyens objectifs pour avoir la sécurité. Le 12e besoin, ce sont les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons des brillants cerveaux. Nous sommes à l'aide de l'informatique. Et Dieu sait combien de fois l'Afrique ruisselle de ces cerveaux-là. Et enfin, le dernier, on va dire, la recherche et le développement. Et c'est ça. Et enfin, le 13e besoin, grâce à la monnaie, financer l'unité africaine. Parce que le problème, nous connaissons l'Union africaine. L'Union africaine, pour mémoire, comme nous dit son secrétaire à l'époque, Jean Pine, l'Union africaine est financée, écoutez bien, à 87% par l'Union européenne. Quelqu'un qui vous finance, vous êtes dans sa poche. Voilà pourquoi l'Union africaine ne vaut rien. Donc, vous voyez bien que grâce à notre monnaie, on peut faire ça et les Africains seront unis pour sortir de la conférence de Berlin. Parce que les États microscopiques qui sont là entre eux, ils ne concourent à rien au développement. Et à partir de là, nous comprenons. Maintenant, la deuxième solution, c'est l'industrialisation. La transformation en Afrique de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques, en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Pour mémoire, et vous êtes allé en France, vous pouvez aller vérifier ce que je viens de dire. Au sortir d'ici, allez dans n'importe quel café, prenez 3 ou 4 cafés. Vous allez prendre en moyenne, une tasse de café coûte en moyenne 2 €. Et vous demandez au barman combien de grammes de poudre de café il a pu mettre dans la tasse de café. Vous êtes toujours là pour critiquer. Eh bien, c'est 8 grammes. Mais par commodité, je vais dire 10 grammes. Ce qui veut dire quand le barman a fini de vendre 1 kilo de poudre de café, il a vendu 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10 grammes par tasse, il a vendu 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2, ça donne 200 €. Question fondamentale, à combien il a acheté 1 kilo de poudre de café? Non, 1 kilo de café à la Côte d'Ivoire, disons en Afrique. Eh bien, c'est le fils d'un paysan qui vous parle. Eh bien, dans le cas de la Côte d'Ivoire que je connais parfaitement, c'est 300 francs CFA, qui est l'équivalent de 45 centimes. 45 centimes et des 200 €. Il paye ce qu'on appelle le droit unique de sortie, qui est un impôt. 300 plus 200 égale 500 francs CFA. Les 500 francs CFA, c'est l'équivalent de 0,76 €. Donc, j'ai arrondi par commodité à 1 €. Ça veut dire le commerce nord-sud. Donc, on parle. Eh bien, le sud, c'est-à-dire l'Afrique et l'Europe, ont fait un commerce, ils ont créé, le consommateur final a payé 200 €. 200 moins 1 € qu'on donne à l'Afrique, ça fait 199 acquis pour l'Afrique. Comment cela se répartit?
Parce que quand l'Européen prend son bateau et qu'il va en Afrique, il paye le transport aller-retour. Quand il a fini de prendre le kilo de café, il paye les pirates de mer, l'assurance. Mais toutes ces compagnies d'assurance sont logées où? Ici, en Europe. Je passe sur les détails. Quand il arrive au port de Marseille, de Rouen, on va transporter et on va aller chez Nestlé. Eh bien, quand ça rentre dans la machine, eh bien, ça sort sous forme de poudre. Mais qui travaille dans l'industrie? Où sont les cadres? Ce sont encore les Européens dans ce cadre d'espèce. Et c'est là, quand ça sort, il faut emballer. Eh bien, les sociétés d'emballage sont implantées où? Ici en Europe. Et c'est là qu'on va déposer dans le supermarché. Et c'est là le barman viendra acheter pour aller alimenter son bar. Donc vous voyez bien tous ces circuits sur lesquels je passe. La question, vous l'avez compris. Mais comment donc résoudre ce problème? Eh bien, l'élément essentiel, c'est la machine. Il faut donc prendre la machine et importer la machine, que ce soit de France, que ce soit de l'Australie, que ce soit des États-Unis, implantée en Afrique. Et la machine, elle est neutre. Elle fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Et elle va transformer le café en poudre dans ce cas précis. Et quand tout le travail est fait, on peut exporter vers l'Europe, vers la France, le produit fini. Sur les 200 €, on peut quand même donner aux Africains 50 €. Oui, quand même. Oui. Quand même. On dit prenez les 150. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'État prend 50 €, il prend, car l'État est toujours gourmand, ni serait que 10 € il donne aux paysans. Et l'État prend les 40 €. 10 €, c'est en Afrique 6 500. Ouais. Lui qui gagnait 45 €. Et non, 45 €. Si tu joues il va continuer on lui pendant la donne route. 300 francs CFA. Si on lui donne 6 500, immédiatement On va il continuer chante. pendant qu'il va marcher. Voilà la Il va vérité, continuer il y a à pas parler de pendant qu'il va fatalité. marcher. Donc, c'est à nous, et à nous on peut pas seulement, partir de comme ça. comprendre ça. Dis-lui Donc, de l'industrialisation, dis-lui que c'est tu valable continues pour après. toutes les matières premières. Il va Donc, continuer à la pour place. conclure, je disais que Ça y est. première solution, c'est la monnaie. Deuxième solution, c'est quoi? Deuxième solution, c'est l'industrialisation. C'est tout. Merci. Et enfin, l'unité africaine. J'en ai fini. Merci.